Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui du transfert de James Harden aux Clippers de Los Angeles et des conséquences de son départ pour les Sixers de Philadelphie. On va parler du lancement imminent du nouveau tournoi de début de saison en NBA. On va parler des Cavaliers. On aura même le bonheur de recevoir Winston du podcast des chroniques de Motor City pour parler de Jalen Duren et des Pistons. Mais pour m'accompagner dès le lancement de ce podcast, c'est avec joie que je salue Florent, rédacteur chez Basket Rétro et intervenant chez Inside Basket. Bonjour Florent. Bonjour les auditeurs. Merci de ton invitation. Ça faisait longtemps, j'avais hâte que tu reviennes. Merci, c'est gentil. Bonne saison à tous, parce qu'on peut encore se le souhaiter, en quelque sorte. Qui est cet artiste horrible qui chante que tu reviennes? J'ai oublié l'artiste français. Patrick Fiori. Patrick Fiori, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça et je vais essayer d'oublier immédiatement Patrick Fiori. Merci Patrick. Florent, avant de commencer sur le sujet de James Harden, j'aimerais vite faire revenir sur la performance de Victor Wembanyama la nuit dernière face à Phoenix. À 4 minutes 21 secondes dans le quatrième quart-temps, restant à jouer dans le quatrième quart-temps, on était à égalité 116 partout. Les Spurs ont mené de 27 points dans cette rencontre. Franchement, ils semblaient intouchables. Ils avaient battu les Suns d'un poil de cheveux, enfin d'un cheveu, on va dire. On dit pas d'un poil de cheveux, on sait très bien, on dit un poil de d'un cheveu deux jours auparavant. Et puis t'as Victor qui a participé activement à cette victoire. Les Spurs ont infligé un 12-0 à Phoenix dans cette fin de rencontre. 10 points inscrits par Victor. J'ai envie de te dire que Victor, il est parti pour être le joueur clutch de l'année, Florent, parce que depuis le début de la saison, il est à 15 sur 19 au tir dans le quatrième quart-temps. Il est à quasiment 80% de réussite au tir. Et il est premier sur les 117 joueurs NBA qui ont au moins tenté 10 tirs dans le quatrième quart-temps depuis le lancement de la saison. C'est pas magnifique ? Ah, oui, c'est très beau. Oui, c'est un homme de quatrième quart-temps, incontestablement. Et les trois premiers sont pas mal non plus, mais en tout cas, ouais, on est content de voir des débuts aussi fantastiques. Le match d'hier contre les Suns et même les précédents, même s'il y a eu des plus et des moins, et il y en aura encore, et c'est normal, ça reste un tout jeune joueur. Il a 5 matchs dans les pattes. Mais il montre déjà des choses et surtout on voit que du côté des États-Unis, ceux qui ne connaissaient pas trop Victor sont en train de comprendre que oui, ce gars-là, il a quelque chose. Oui, complètement. Moi, ce qui me plaît le plus, et on en a déjà parlé, tu vois, j'ai eu la chance de recevoir Marc Sauvourel, le réalisateur du documentaire là, qui a été diffusé sur Canal+, consacré à Wembanyama, la saison d'avant son entrée en NBA. Et quand tu l'écoutes pendant le post-game, quand tu écoutes Greg Popovich exprimer sur Wembanyama, c'est vraiment son caractère à ce garçon qui est incroyable. En fait. À 19 ans, avoir un tel caractère, et tu sais, pendant la conférence de presse d'après-match, il lâche de façon tout à fait naturelle « Ah, fallait bien que quelqu'un s'y colle, cette fois c'était moi, la prochaine fois ça sera un autre. On doit en tant qu'équipe être capable d'avoir un ou l'autre qui prend le relais. » Surtout que dans cette rencontre, Devin Vassell a commencé en fanfare cette rencontre. Franchement, Devin Vassell, il fait un départ de saison incroyable. Sauf que il a été blessé, il n'a pas participé à la deuxième mi-temps. Alors qu'il avait 17 points, je crois, en première. Donc, il pourrait même manquer quelques matchs selon Popovich, ce qui me rend triste, parce que c'est Devin Vassell, j'adore ce joueur, et je pense vraiment que c'est un joueur qui va marquer la saison côté Spurs. Sa progression est vraiment éblouissante. Et voilà, et là, t'as Victor qui prend les choses en main, et c'est ça qui, moi, m'épate le plus chez ce garçon, vraiment. Il a un truc, et dans ses interviews, on le voit de plus en plus dans les éléments, on a l'impression qu'il a déjà tout réfléchi, tout calculé. C'est assez impressionnant pour un gamin de 19 ans. Et c'est vrai que même dans sa façon de parler, il a une élocution qui est extrêmement... on a l'impression que c'est un vieux routard, etc. Et on a l'impression que ça fait vraiment des années qu'il travaille sa venue en NBA, mais pas juste pour venir en NBA, vraiment pour s'installer en tant que joueur majeur. Et c'est ça qui est très impressionnant. Moi, j'avais adoré dans l'une de ses interviews, on lui avait demandé, je crois que c'était pour le troisième match, oui, c'était le troisième match, ça s'était pas forcément très bien passé. En plus, on lui avait demandé si c'était dur, s'il avait eu du mal. Il avait répondu oui, ça fait 3 matchs que c'est dur.
parce que c'était son 3e match justement. Et je trouve que Mmh. c'est extrêmement intelligent et conscient de dire, bah ouais, en fait, je viens de rentrer en NBA, tout est très dur pour moi, j'en ai conscience, je l'assume et je le dis, parce que c'est aussi rare qu'un joueur dise, oui, je galère. Alors, il galère tout en faisant quand même des très très bons matchs, hein. Si tous les joueurs pouvaient galérer comme ça, ce serait fantastique. Ouais. Mais on sent qu'il a en plus une totale maîtrise du travail qui lui reste encore, du travail qu'il fait déjà. Et ouais, pour un gamin de 19 ans, je trouve qu'il a une maîtrise de beaucoup de choses, que ce soit en termes de technique, mais même en termes de le travail sur son corps. Et c'est qu'il a un physique très particulier et qui peut être soumis malheureusement à des blessures rapidement. Donc il travaille énormément sur la souplesse. On a tous vu les images où il fait le Bien grand sûr. écart, comme toi tu mets un chapeau sur la tête. C'est impressionnant. Et voilà, on a l'impression que il a vraiment un calcul, une maîtrise sur tout, quoi. Et là, on est au niveau des plus grands comme Chris Paul, etc., qui vraiment ont chaque détail. Il a compris que c'était une Ferrari et enfin une Formule 1 de manière générale, pardon, Une euh, grande Formule 1, ouais. une grande Formule 1, et que la moindre vis, le moindre écrou, ça a des incidences énormes, et il travaille tout, il réfléchit tout. Et ouais, moi c'est plus ça entre guillemets qui m'impressionne aujourd'hui que ce qu'il fait, même si ce qu'il fait sur le terrain est déjà fort. Mais moi, j'ai l'impression de voir un mec qui a 28 ans. Complètement. Mais c'est ce que dit Greg Popovich. Il dit Mhm. il a déjà il a déjà la conscience de faire la bonne passe. Il voit déjà le jeu. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 19 ans, avec 5 matchs dans les pattes, bien sûr qu'il fait des erreurs. Bien sûr. Et en tant Heureusement. qu'équipe, oui, heureusement, et même en tant qu'équipe, les Spurs, ils sont beaucoup trop jeunes, tous ces joueurs-là, pour déjà démontrer un jeu aussi bien léché que ce que peuvent faire une équipe comme les Nuggets ou je ne sais c'est quelle autre équipe avec des vétérans, tu vois. Mais quand tu écoutes Popovic, moi quand j'écoute Popovic parler de Victor Wembanyama, ça me persuade du fait qu'on est vraiment, on va pas être déçu, quoi. Si tout va bien en termes de santé, on va pas être déçu. Je peux te filer une stat conclusion hâtive que j'ai dénichée Vas-y. concernant Victor. Victor Wembanyama est le premier joueur à planter 85 points, choper 35 rebonds et faire 10 contres dans ses 5 premiers matchs NBA depuis Shaquille O'Neal en 92. En Ouais. 1992. Et Morning, qu'il avait fait 2-3 jours après. Mais Ah oui. ouais. Morning l'avait fait aussi. Mais bon, quand on est en général cité dans un club où il y a Morning et Shaquille O'Neal, c'est pas mal du tout. Moi, si tu veux, tiens, j'en ai une autre gratuite. Vas-y, Les, vas-y. les adversaires de Wembanyama, en moyenne, ils sont à moins de 25% au tir. Non, mais c'est fou. Donc, c'est-à-dire que c'est juste un cauchemar défensif pour ses adversaires. Et c'est un gamin qui a 5 matchs dans les pattes. Mais je te le dis, le moment où ses coéquipiers, où le coaching staff va réussir à faire comprendre à ses coéquipiers, alors je pense qu'ils le comprennent, mais la mise en place et l'exécution a l'air beaucoup plus compliqué que ça. Et je le conçois. Mais le moment où ils vont comprendre, je sais pas si quand tu regardes les matchs des Spurs, le nombre de fois où il suffit juste, et c'est là où je me demande si Trey Jones serait pas une bonne option à mettre dans le 5, un vrai meneur en fait, pour justement identifier les passes lobées que tu peux lancer à Victor Wembanyama. Des fois, ils se prennent la tête à faire. Enfin, ils voient pas Victor qui est tout seul avec un mec qui a l'air de faire 1m30 à côté de lui. Tu fais juste une passe lobée, Victor il prend la balle, c'est dedans immédiatement, quoi. Le jour où ils mettent ça en place de façon crédible et régulière sur le terrain, et Victor, je vois pas comment ils vont l'arrêter, quoi. Ouais, bah alors c'est sa particularité, c'est qu'il est assez très singulier comme joueur, mais une fois que ses coéquipiers vont comprendre comment ça fonctionne, ouais, comme tu dis, les ravages vont être. Déjà, j'ai trouvé qu'hier soir, ils lui ont donné beaucoup plus de ballons dans la raquette, Complètement. et bah on a vu, c'est 35 points, c'est ça, ou 38, je sais Ouais, plus, ouais, 35 points, ouais, je 35 crois, points. ouais. Bah Ou voilà, 38 points, ouais, je sais plus, je sais même plus les stats précises de mais ce match. on l'a vu, et avec un pourcentage de réussite élevé, donc il commence déjà rapidement à comprendre quelques trucs, mais ouais, c'est sûr qu'il va poser des problèmes. C'est pas bol comme comme il a été comparé par d'autres, C'est par un 38 joueur qu'on points. a cité il y a très peu, mais c'est pas Oui, bol, oui. c'est autre chose. Je pense que ce que Shaq voulait dire, c'était de voir un joueur de cette envergure être capable de faire des dribbles entre les jambes et tout ça. Je pense pas qu'il parlait en termes de talent, ni d'impact, ni quoi que ce soit d'autre, en fait. Mais
ils Mais le sont. régalons-nous. Pour l'instant, régalons-nous. Il n'y a Voilà. que du plaisir. Yes. Allez, on va parler tout de suite de James Harden, qui, après avoir côtoyé le process à Philadelphie, a décidé de redevenir le système à Los Angeles après son transfert aux Clippers. Dans la nuit de lundi à mardi, Daryl Morey a mis fin à son association avec James Harden en envoyant le joueur qu'il adulait autrefois quand ils étaient tous deux aux Rockets, aux Clippers, avec PJ Tucker dans ses valises. C'est l'équipe que souhaitait rejoindre Harden, donc il peut lui dire merci malgré tout. Après tout ce qu'il a vomi sur Daryl Morey, c'était plutôt sympa. Philadelphie récupère Robert Covington, Nicolas Batum, Marcus Morris Senior, KJ Martin et surtout des pics de draft. Je tiens à rappeler que tous les joueurs que je viens de citer sont tous des contrats expirants à la fin de la saison. Donc, grosso modo, Daryl Morey, ce qu'il vient de faire, c'est de récupérer ses pics de draft. Donc, il y a deux premiers pics, des seconds tours et un swap avec les Clippers, un futur swap avec les Clippers. Peu importe, de toute façon, tout ça, ça va venir dans la musette de Daryl Morey pour potentiellement soit faire des échanges dès cette saison-là. Donc, tu vas utiliser ces pics de draft pour faire un transfert et ainsi renforcer l'effectif en espérant éviter les mesures les plus restrictives de la nouvelle convention collective qui n'entreront en vigueur que l'été prochain. Et surtout, il peut aussi, via ce transfert, dégager du salary cap en vue de la prochaine intersaison, donc l'été prochain, pour éventuellement signer un agent libre, ce qui est vraiment pas facile à faire. Réussir à signer un agent libre qui va avoir un impact immédiat sur ton club, c'est jamais simple. Il va surtout également pouvoir prolonger les doigts dans le nez Tyrese Maxey. Voilà. En termes d'agents libres, j'ai regardé, il y a par exemple les joueurs des Raptors que sont Pascal Siakam et OG Anunoby qui seront sur le marché. Voilà. Pour les Clippers, c'est clairement un all-in pour aller remporter le titre cette saison ou la suivante. Et encore, j'ai envie de te dire que si c'est pas cette saison, si c'est pas l'objectif de cette saison, je vois pas trop le délire parce que James Harden, son contrat, il expire lui aussi à la fin de la saison. Personnellement, moi, j'ai 10 000 questions qui se bousculent dans ma tête sur la manière dont Tyronn Lue va réussir à faire fonctionner cet ensemble de superstars qui ont tous besoin du ballon pour opérer à plein régime. Alors, moi, je suis pas partisan de l'adage « Ah, il y a qu'un seul ballon sur le terrain, blablabla ». On a vu des exemples bien se passer dans l'histoire de la NBA. Aux Warriors, ça s'est bien passé. Quand Harden était avec Kyrie Irving et Durant aux Nets, ça s'est plutôt bien passé. Mais moi, je me pose des questions comme qui va aller poser les écrans pour les copains? Qui va accepter de rester en spot-up dans un corner pendant que son coéquipier tente de faire la séparation avec son défenseur et attirer l'aide défensive? Est-ce qu'on va voir à plusieurs reprises des joueurs qui vont devenir spectateurs de l'action qui se déroule devant leurs yeux? Ou est-ce que ça va être un rouleau compresseur offensif comme on n'a jamais vu auparavant? Tellement d'autres questions dans ma tête. Florent, tes premières impressions, ton premier sentiment sur ce transfert? Côté Sixers, enfin et tant mieux, parce que comme tu l'as dit, il y avait un contexte qui était, voilà, quand un joueur commence à cracher aussi violemment sur son GM, et puis bon, il jouait pas, de toute façon, très concrètement, il ne jouait pas depuis le début de la saison. Donc il fallait régler cette situation le plus vite possible. Selon les insiders, Josh Harris, le propriétaire des Sixers, serait intervenu en personne pour dire à Daryl Morey « Bon, maintenant, tu fais le transfert ». Excuse-moi, petit aparté, j'avais oublié de le dire dans mon mais intro. je t'en prie, je le savais pas, toi, donc je suis ravi de l'avoir appris. Mais oui, il fallait absolument pour les Sixers régler le problème le plus vite possible, parce que ça ne pouvait pas durer, ça bousillait leur saison. Et puis ça devait sans doute gangréner un petit peu le vestiaire, parce que, et c'est ce qui s'est passé, on savait qu'il allait partir, on savait qu'il y aurait sûrement un package avec lui, donc les mecs savaient pas du jour au lendemain s'ils allaient rester aux Sixers ou pas. PJ Tucker est bien placé pour le savoir. Donc il fallait de toute façon régler le problème le plus vite possible, d'autant plus qu'on est dans un contexte très simple du côté des Sixers, ils ont le MVP en titre, il est dans son prime, donc tu te poses pas trop la question, tu joues le titre et tu le joues maintenant. Et il fait un début de saison absolument incroyable. Costaud. Donc, ils n'avaient pas le choix. Ils ont pas de temps à perdre pendant une saison, à tergiverser, ou même pendant 6 mois. Ils n'auraient pas pu attendre le mois de février. Il fallait trouver une solution tout de suite. Ils l'ont trouvé. Donc, au niveau timing, les Sixers s'en sortent quand même plus ou moins bien. Surtout que plus le temps serait passé, plus la valeur d'Harden sur le marché aurait
baissé parce que on aurait su que les Sixers étaient vraiment prêts à craquer. Ce qui d'ailleurs, de l'autre côté Clippers, on peut un peu s'étonner du timing. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait d'attendre un petit peu plus pour finalement lâcher peut-être un peu moins? Mais en tout cas, côté Sixers, il fallait absolument faire quelque chose, d'autant plus que tu as parlé de la free agency, de la fin des contrats. En fait, dans la free agency, tu peux déjà citer quasiment 90% de l'effectif des Sixers, parce que à la fin de la saison cet été, hormis Embiid, il y a quasiment plus personne sous contrat. Oui. Les Harris, les Maxey et compagnie, tous les joueurs qui viennent de récupérer, tout ça, c'est du fin de contrat. Donc c'est en plus une année primordiale parce qu'ils peuvent pas la perdre. Et parce qu'en plus, il va falloir un peu attirer ou vouloir conserver les joueurs actuels. Donc ma première réaction, c'était ça, c'était enfin débarrassé, enfin tranquille, les Sixers vont pouvoir progresser. Et puis côté Clippers, ouais, c'est un all-in absolu dans le timing, dans la philosophie de jeu, parce que finalement, ils ont, pour poursuivre un peu ta notion de il y a qu'un ballon, mais on peut quand même s'en sortir. En fait, ils ont pris quoi? Ils ont pris 4 joueurs sur les 5 du 5 majeur qui sont capables de se créer un shoot eux-mêmes. Alors, c'est très bien, hein. C'est sans doute d'ailleurs une arme très efficace en playoff. Tu prends les 15 dernières années, voire les 20 dernières années, les équipes qui ont gagné le titre, elles ont un joueur élite capable de se créer son propre shoot, de se créer ses propres points. Ça va de LeBron à Curry, à Leonard, époque Raptors, Nowitzki en 2011. Il faut ça. Eux, ils en ont actuellement 3 ou 4. Donc, tant mieux. Là, alors soit ça frise le génie, soit c'est le fiasco. C'est ça qu'on va voir offensivement parlant. Mais c'est sûr que ça va pas être un jeu extrêmement amateur de tactique ou de schéma léché. Ça va pas être le cas. Là, ça va être Leonard va avoir le ballon, il va dribbler, il va se créer son tir. Action d'après, ça va être Harden. Action d'après, ça va être Paul George, et ainsi de suite. Donc c'est sûr qu'on va pas avoir des systèmes d'une complexité énorme, d'autant plus que Westbrook, Harden, quand ils n'ont pas le ballon, ce sont des plots. On est d'accord. Ils ont aucun jeu sans ballon. Alors les autres, du coup, comme ils peuvent créer leur shoot tout seuls, finalement, ça compense un peu. Mais de toute façon, t'as pas le choix. Quand t'as deux joueurs déjà qui ne sont pas hyper créatifs en attaque, plus Zubac ou Plumlee, qui sont sympathiques en attaque, mais qui sont pas des scoreurs fous. On leur demande pas forcément ça non plus. Et qui, eux, ne savent pas créer leur shoot. T'as intérêt à avoir des mecs à côté qui, eux, justement, sont exact l'opposé, parce qu'ils vont devoir se débrouiller un petit peu tout seuls. Donc c'est un choix offensif. Ils ont offensivement, c'est tout le temps la même chose, mais pas forcément avec le même joueur. Mais c'est sûr qu'il n'y aura pas une tonne de schémas différents. Ils vont pas jouer le catch and shoot énormément, ils vont pas jouer le jeu avec 10 passes, etc. Même le pick and roll, ils en feront un petit peu, mais pas forcément. Donc c'est à voir. Après, est-ce que le fit Harden est le meilleur choix pour les Clippers? Moi déjà défensivement, j'ai beaucoup de questions. Parce que on sait que Harden n'est pas le meilleur défenseur de la ligue. Harden plus Westbrook, ça te fait quand même deux défenseurs extérieurs qui sont pas très bons. Oui, et deux oppositions de style. C'est-à-dire que Westbrook a toujours été ce joueur-là, et d'autant plus quand il est arrivé aux Clippers, c'est que c'était un joueur qui initiait beaucoup des contre-attaques, qui augmentait de façon quand même certaine le pace, le niveau, la vitesse de jeu des Clippers. James Harden, c'est l'absolu contraire. James Harden est un joueur qui a tendance à pousser à l'extrême, à ralentir à l'extrême le jeu des équipes pour lesquelles il jouait. Ça a toujours été le cas, en fait. Et donc, il y a une opposition de style entre ces deux joueurs-là. On avait bien vu qu'à Houston, c'était quand même très compliqué leur association. Alors là, on peut toujours nous opposer le fait qu'il y aura Kawhi Leonard et Paul George. Mais il y a un article de Zach Lowe où il a souligné, il a pointé du doigt quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Il explique que probablement que les défenses les plus intelligentes de la NBA vont tout faire pour forcer Harden à prendre possession de l'attaque, c'est-à-dire à prendre sur lui la responsabilité de créer des tirs et potentiellement créer son tir du moment que le ballon n'est plus dans les mains de Kawhi et de Paul George. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme idée en me disant, mais quand tu écoutes la conférence de presse d'introduction qu'il a donnée, ça me semble pas fou de me dire qu'effectivement, Harden, tu peux le faire tomber dans certains travers
du fait de son historique, du fait le joueur qu'il a été, notamment à Houston, le fait qu'il est encore dans cette idée-là de lui-même, tu peux presque retourner ce truc-là contre lui, quoi, quand il sera aux Clippers. Oui, bah comme il a dit, je ne suis pas un homme de système, je suis le système. Hein, c'était Oui, voilà, ce qui est pas étonnant de sa part, mais en 2023, ça l'est déjà un peu plus. oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu écoutes le reste de son intervention, bon, tu sens qu'il est là, il dit j'ai envie de participer, j'ai envie de faire partie du collectif, j'ai envie de gagner au plus haut niveau. Il dit tout ce qu'il faut, dire. J'ai détesté par contre tout son laïus où il pleure sur son passage à Philadelphie en disant ouais, j'ai été mis en laisse. Et d'ailleurs, Joel Embiid a dit, mais pas du tout, on le laissait complètement faire ce qu'il voulait, il avait la balle dans les mains absolument en permanence. Oui, d'ailleurs, il finit meilleur passeur de la ligue. Voilà, personne n'a jamais empêché de jouer à Philadelphie. Il a pu faire des choses, on finit pas meilleur passeur en étant en laisse, comme il dit. Donc en plus, non, mais ça c'est Harden qui fait sa pleureuse encore une fois, quoi. Oui. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, Harden, c'est pas un problème de talent. Et ça, je l'ai toujours dit. Harden, je suis pas en train de dire qu'Harden est un mauvais joueur. C'est pas du tout ça que je dis. C'est que son style de jeu, aujourd'hui, dans une équipe comme celle des Clippers, pour moi, c'est quand même très compliqué à intégrer ce truc-là. C'est soit très redondant avec tout le reste, enfin ça l'est, c'est très redondant avec avec les qualités de jeu qu'ont Paul George, Kawhi Leonard et Westbrook, c'est-à-dire des joueurs qui aiment dribbler, créer leur shoot et créer pour les autres. Tous ont cette même particularité. Après, ils sont plus ou moins efficaces en le faisant. On va dire que Leonard et Harden sont peut-être les joueurs les plus efficaces des quatre. Quoique Paul George commence pareil, lui aussi, la saison avec des sacrés stats. Mais je sais pas comment. Et moi, je suis un fervent. Je crois fermement à la qualité des role-players dans une équipe qui aspire à gagner le titre. Et si tu n'as pas des bons role-players, si tu n'as pas une hiérarchie claire et déterminée dans ton équipe, pour moi, ça peut pas fonctionner. Je suis désolé, ce n'est pas en compilant des stars que ça fonctionnera. Il faut une hiérarchie. Toutes les équipes qui avaient des stars et qui ont remporté des titres avaient toute une hiérarchie bien délimitée, aux grandes dames de certains joueurs. Et là, les Clippers, on leur demande, en quelques mois, de créer une nouvelle hiérarchie avec un joueur qui débarque dans un début de saison, avec des joueurs qui sont souvent blessés. Enfin, je sais pas. Ça me semble tellement compliqué. Alors, après, il y a peut-être l'option de se dire aussi, alors je pense qu'Harden est peut-être aussi là aussi pour, prévoir les blessés, c'est-à-dire que quand il y en aura un blessé, que ce soit Paul George ou Leonard, bah, ils auront Harden derrière en joueur très fort, et ils se disent finalement, on a 3-4 joueurs très bons, mais ils sont régulièrement blessés, donc au minimum, on aura peut-être 2 ou 3 sur le terrain. D'une part, d'autre part, je pense aussi que c'est peut-être une façon, mine de rien, de permettre à Westbrook de jouer un peu moins parce qu'il peut plus jouer 30-35 minutes, il faut qu'il joue un peu moins, et le fait d'avoir Harden leur permettra, d'abord je pense qu'il faut au maximum les jouer non pas simultanément mais les faire jouer en alternance. Je pense que les deux en même temps sur le terrain c'est assez problématique. Oui, manifestement Terrence Mann quand il sera de retour, il sera dans le 5 et Russell Westbrook est prévu pour sortir du banc, manifestement. C'est le plan, j'ai l'impression. C'est le plan, et en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus logique, parce que pour tout un tas de raisons, je pense que c'est la formulation la plus forte, et en même temps, ça permettra, oui, de faire en sorte qu'ils aient un playmaker en Westbrook et un playmaker en Harden qui soit pas simultané, parce que là, c'est plus compliqué, et pour les défenses aussi, ça va les aider, parce que l'une des forces qu'avaient les Clippers, c'était de pouvoir switcher énormément en défense. Mais quand tu as Harden et Westbrook en même temps sur le parquet, tu peux pas switcher autant, parce que du coup, tu vas vite te retrouver dans des situations où l'adversaire va être bien content que tu switches, parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver avec Harden face à Doncic, avec Harden face à KD, Harden face à je peux t'en citer encore d'autres, et ça va être problématique. Donc, je pense que de toute façon, le but est de faire cohabiter Westbrook Harden le moins possible. Et après, il faudra voir aussi comment gérer Terrence Mann, parce que alors, c'est qu'une image, on peut l'interpréter comme on veut, mais quand Harden rentre pour la première fois dans le vestiaire
Bon, il a l'air d'être assez copain avec Westbrook. Terrence Mann, t'as quand même Ouais, alors avec l'impression Westbrook, d'un... c'est l'air d'être de la politesse quand même, de mecs qui se connaissent depuis très longtemps. Ils se connaissaient avant même la NBA. Mais Mais alors la gueule de Terrence Mann, Terence Mann, t'as elle est l'impression que c'est quand énorme. même un mec qui voit le nouveau copain de sa nana C'est dans la ça, pièce, quoi. Alors, bon, c'est peut-être que derrière tout ça, mais il avait l'air je quand même pense. d'être Je pense. franchement la tête dans son suite. Il avait pas l'air d'être extrêmement ravi, et En on tout peut le cas, comprendre. j'étais mort de rire devant cette image. Mais c'est vrai qu'il y a un problème de hiérarchie. Oui, Ça peut être compliqué. En plus, avec, on le sait, un Leonard qui est pas forcément le joueur le plus, qui parle le plus dans un vestiaire. Donc ça va pas forcément être évident d'établir une hiérarchie. Mais Harden, on a un peu l'impression qu'il arrive en se disant, je suis le numéro 1 de l'équipe. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, je, mais c'est un je, parti pris, hein. C'est ouais, vraiment une équipe qui joue le all-in, on y va à fond et on pousse les curseurs à fond, c'est-à-dire on prend 4 mecs. ouais. Mais bon, est-ce que ça Je, fonctionne? Je te l'ai dit, c'est du génie ou un fiasco, hein. je pense pas que Harden arrive en se disant je vais être le numéro un. Je pense pas qu'il arrive comme ça. Par contre, je pense qu'il a une idée bien précise de quand tu vois comment il parle de son passage à Philadelphie et de son passage aux Nets aussi, tu sens qu'il a une idée bien précise de comment il doit être utilisé sur un terrain et que si un coach lui demande de faire les choses qu'il n'estime ne pas devoir faire ou qu'il n'est pas censé faire, euh, ou qu'il est mal utilisé, enfin vous avez compris l'idée, c'est là que j'ai l'impression que Harden commence à se rebiffer, quoi. Et à dire, attends, mais ça va pas du tout, quoi. Sauf que là, il y a un moment ou un autre, il va bien falloir, concrètement, sur un terrain de basket, si tu joues avec Kawhi, Paul George, Zubac et Terrence Mann, enfin, si c'est ça le 5 qui est sur le terrain, il y a bien un moment où toi, en tant que joueur, et puis vu le talent qu'il y a sur le parquet, il va bien falloir que tu fasses d'autres trucs que ce que tu faisais avant, tu vois. Comme poser des écrans, comme aller au rebond plus souvent. Je sais pas, plein de choses qui dans un match, va falloir qu'il fasse, qui était probablement, enfin, qui était clairement pas sa mission quand il était à Houston, par exemple. À Houston, il faisait absolument ce qu'il voulait, James Harden. Là, il va devoir vraiment faire plus que jamais, enfin, comme il l'a déjà fait honnête, tu me diras, mais je sais pas, là, j'ai l'impression je sais pas s'il est capable de le faire ou pas. Et c'est ça qui me fascine. Je pense que de toute façon, à partir du, là, il est censé faire ses débuts, je crois, lundi prochain Je crois, face aux ouais. Knicks. C'est ce qu'il a annoncé. C'est ce qui est prévu pour le moment. James Harden a annoncé beaucoup de choses qui ne se sont pas produites depuis un moment. Bref. On verra. Je pense qu'on va voir assez rapidement cette équipe, comment ça fonctionne et ainsi de suite. De toute Comme pour façon, d'autres équipes de cette saison, je n'ai pas trop de doutes sur le fait que les Clippers, avec Harden dans l'effectif, gagnent pas mal de matchs de saison régulière si la santé de tout le monde tient le coup. oui, Mais il cette s'offre un donnée-là, plancher très élevé. voilà, exactement. Le plafond, il est limite, il y a pas de limite, quoi, quelque part. Mais j'ai quand même des gros doutes sur la capacité de cette équipe. Et ils sont tous, ils sont pas dans, c'est pas des joueurs qui sont, ils sont tous un peu dans la phase descendante de leur carrière, tous là. Ah, c'est sûr que l'âge moyen est Ils assez sont pas tout en élevé haut, quoi. et Je crois au-delà que de c'est l'âge, l'équipe la plus vieille de l'NBA, hein, oh, il me semble. ils doivent être bien placés. Et puis, je dirais que même au-delà de l'âge, il y a l'âge et puis il y a l'âge des articulations, quoi. Ce sont quand même des joueurs aussi qui ont tout, même Harden a un passé de blessure quand même assez important. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est une interrogation. En quelque sorte, l'équipe, c'est est-ce que un plus un plus un plus un plus un, C'est ça. est-ce que ça fait 5, quoi. C'est un peu ça. Je suis pas toujours sûr, mais d'autant qu'ils ont perdu aussi un petit peu, voilà, ils ont perdu en profondeur, ce qui était quand même l'une de leurs forces. Moi, je trouvais que ils ont perdu en profondeur, ils ont perdu en défense. Alors, ils gagnent de l'autre côté en attaque, on va voir, mais je suis pas forcément sûr que, oui, au final, l'addition de stars te fasse forcément gagner. C'est pas toujours le cas. Des stars complémentaires, oui. Est-ce qu'elles sont toutes complémentaires dans cette équipe des Clippers? Je sais pas, mais moi j'aimais bien cette équipe des Clippers quand elle était très bonne défensivement et qu'elle avait une profondeur de banc. C'est vrai que pouvoir faire rentrer des Morris ou des Batum, c'était hyper intéressant. Pouvoir aussi faire parfois du small ball, c'était hyper intéressant. Là, la rotation au poste de pivot, bon bah c'est Plumlee, Zubac, ils ont personne d'autre. Avant, parfois ils pouvaient presque faire un Morris en pivot.
Là, non, ils pourront plus. Donc, en plus, ils se réduisent un petit peu la diversité de l'équipe en termes de style de Tout jeu à a fait. grandement diminué. Ça va être, comme je te l'ai dit au tout début, ça va être un coup l'un, un coup l'autre. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas, je reste dubitatif. Comme je te dis, c'est du génie ou du fiasco, mais Mm. on verra. Il y a autre- Selon le site Sportsline Data, Mhm, qui est spécialisé dans les analytics, Stephen Ho, qui est un des data scientists du site, projette que après le trade d'Arden, les Clippers ont perdu en termes de probabilité de remporter le titre, ont perdu au change dans ce transfert, quoi. Selon toutes les données défensives, offensives et tout ce que les analytics sont capables de calculer. Donc, selon lui, les Clippers ne gagnent pas au change. On sait très bien que on ne peut pas résumer le basket aux simples non, analytics, qu'il va bien falloir voir ce que ça donne sur le terrain à un moment ou à un autre. On va laisser la chance à cette équipe de se faire aussi, de créer des automatismes. Ça va se passer dans le courant de la saison et on verra bien ce que ça donnera. Pour terminer sur cette histoire des Clippers et de James Harden, ou des Sixers d'ailleurs, oui, on peut en parler. oui, puisque les Sixers, je pense que Joel Embiid était au parfum de la décision qui allait tomber, et j'ai l'impression qu'il est cool avec cette idée, que ça ne le dérange pas plus que ça. Et quand tu vois le début de saison de Tyrese Maxey, qui est absolument resplendissant dans ce début de saison, je pèse mes mots. Je sais plus quelles sont ses stats, mais il est en train de tout péter. Après, on est sur 5 matchs ou 6 matchs joués, mais il est splendide et être sorti de l'ombre de James Harden. L'an dernier, moi, j'avais un peu un pincement au cœur quand je le voyais jouer avec James Harden, qui a tendance à monopoliser le ballon, même s'il il a l'impression du contraire. Mais, euh, Bah, mais je suis content de voir Tyrese Maxey exploser comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les plans de Philadelphie. Alors, je pense que Daryl Morey, quelque part, joue sa place dans l'année ou dans les 2 ans à venir, clairement. Mais avec Tyrese Maxey et Joel Embiid, il y a moyen de faire quelque chose de tout à fait convaincant. J'en suis persuadé. la, la question, c'est en fait, est-ce qu'ils vont conserver cette équipe jusqu'à la fin de la saison? Moi, j'aurais tendance à dire non. Je pense qu'à mon avis, Morey va Non. encore nous faire un coup. Je suis pas sûr que Nicolas Batum finisse la saison avec le maillot des Sixers, pour être Je très pense que c'est concret. l'idée, effectivement. Donc c'est un peu la complexité de parler des Sixers, c'est est-ce qu'ils vont rester toute la saison comme ça? Moi, je doute Ah parce non, que moi je te parle pas de l'effectif actuel en tant que tel. Moi je te parle la comment dire, structure, oui, Max de la Embiid, colonne vertébrale de cette équipe. Tu as Embiid, tu as Maxi, et après tout le reste c'est du détail, quoi. Presque. bah, ce qui, J'exagère en disant ça, mais ce qu'il leur c'est faudrait, pas vrai. c'est peut-être un playmaker, qui reste le problème numéro un pour moi des Sixers actuellement. Maxey a de très bonnes qualités de scoreur, mais c'est pas un playmaker. En tout cas, on l'a C'est jamais pas un vu organisateur. exactement. Alors, soit il lui laisse les rênes et il arrive à avoir cette qualité-là, ce dont je peux un peu douter, soit à mon avis, je pense que c'est plus cette option-là. Avec les multiples contrats et les tours de draft qu'ils ont récupérés, ils vont peut-être essayer d'en trouver un. Mais pour moi, ils ont vraiment besoin d'un playmaker parce que l'équipe telle qu'elle est, elle est intéressante, mais elle est clairement pas taillée pour le titre. Donc, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et ils ont de Mm. quoi faire, hein, avec des contrats expirants pour la plupart et quelques tours de draft. Il y a moyen de te faire un petit package. Moi, je pense à un truc comme ça qui me paraît assez évident, mais enfin, pas assez évident. Mais il y a un meneur dans une équipe qui ne fera sans doute pas non plus ses vieux os, c'est Malcolm Brogdon. Pourquoi pas tenter un coup avec Portland? Pourquoi pas faire revenir Batum à Portland? Finalement, il a commencé là, ce serait beau qu'il termine là, pour récupérer un Malcolm Brogdon, ce qui leur donnerait un vrai meneur playmaker, parce que je pense qu'ils ont réellement besoin d'une pièce comme ça pour jouer. Ça peut être tenté, hein, un petit package. Mm. Portland récupère un contrat en fin de vie qui dégage à la fin de la saison pour de la free agency et puis un petit tour de draft. Pourquoi pas? Ça, après, tu formules le package. Mais je pense que, par exemple, c'est un meneur, clairement, qui peut être facilement tradable parce que son équipe n'a pas forcément une envie folle de le garder et ils ont besoin d'un mec comme lui. Donc c'est un profil, moi je pense, assez facile. Ça peut être un autre, hein, on sait jamais, mais pourquoi pas Van Vliet qui connaît Nurse, même
même si je serais étonné que les Rockets le lâchent, mais il faudrait un mec comme ça pour faire du playmaking, parce que cette équipe n'a pas de vrai meneur organisateur en quelque sorte. Et Maxey ne sait pas trop le faire. Embiid, c'est pas non plus son truc. C'est pas un très bon passeur. Il a beaucoup de qualité, mais c'est pas un passeur de bonne qualité. Souvent, il est hors timing. Les passes sont pas toujours très précises. Parfois, elles partent même en Sa vision n'est pas élite. Oui, clairement. voilà. C'est pas sa qualité première. Il peut pas non plus tout faire. Il peut pas scorer, défendre et en plus faire du playmaking. Oui, À un c'est ça. moment donné, Les qualités voilà. d'Embiid, c'est exactement ça. C'est gros scoring et une défense élite pour le coup. Après, le scoring, il faut qu'il puisse ne pas chuter de 3 étages quand il arrive en play-off, quoi. C'est ça son problème. Voilà, et puis il y a aussi tout simplement, il a que 2 poumons comme tout le monde. Il peut pas être au four au moulin, il peut pas non plus tout faire. Donc il a besoin de... Pour moi, c'est la priorité principale des Sixers, c'est essayer de trouver un distributeur pour cette mission, parce qu'ils n'ont pas vraiment à se poster à quelqu'un. C'est pas alors Danny Green, je crois qu'il a été coupé, mais de toute façon c'est pas Danny Green qui allait faire ça. Mais je vois pas qui d'autre dans cet effectif peut vraiment peut faire cette mission. Kelly Oubre Junior est pas non plus le roi de la construction d'équipe. Donc qu'ils essayent voilà de trouver un distributeur, un meneur, un playmaker. Donc je pense que ça bougera sans doute avant la fin de la saison. Perso, j'ai pas envie de parier contre Daryl Morey, même si certains n'apprécient pas ce mec-là, je peux le concevoir. L'histoire m'a toujours démontré qu'il sait très bien ce qu'il fait et qu'il s'est déjà sorti de situations bien plus compliquées que ça. Oui. Et très franchement, je pense que ça peut fonctionner. Maintenant, il y a clairement, de ce que j'ai pu lire, il y a clairement une pression sur lui de la part des dirigeants. Qui est normal. Qui est normal, parce que c'est quand même lui qui a fait des pieds et des mains pour faire venir James Harden, et ça s'est transformé en... Bon, en échec, on peut le dire. Hein. Oui, en échec. Concrètement, c'est un échec. Oui, énorme, quoi. Enfin, ce qui est fou, à l'époque, on se disait tous, waouh, incroyable, et nous voilà aujourd'hui à parler de ça, quoi. Petit clin d'œil vite fait, les Thunder qui s'est mêlé de cette opération pour récupérer, pour participer, pour faire participer au swap des pics. Et potentiellement, tu as un scénario où le Thunder pourrait se retrouver avec le pic non protégé en 2026 qu'ils ont filé, je crois, dans l'opération, et garder le pic des Clippers de 2027. Voilà. Oui, bah ils continuent leur collection des pics de draft. N'importe ouais, non, alors c'est pas tout à fait faux de n'importe quoi, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même aussi un peu en faire quelque chose de tous ces pics, mais il va falloir prendre une décision. Après, ils sont pas non plus dans l'urgence, hein, mais il faudra à un moment donné donner le petit coup de mouvement pour concrétiser. Mais parce que sinon, à ce niveau-là, la draft, on va autant la faire directement à Oklahoma City, hein, on gagnera du temps. Hein. En tout cas, ça me fait rire qu'à chaque fois, ils arrivent à trouver un moyen de se faufiler dans ces coups-là. C'est très drôle. Et qu'à chaque fois, il y a quasiment James Harden et Russell Westbrook qui sont impliqués dans l'opération. C'est tellement drôle. Bref, on va parler vite fait, Florent, toi et moi, du tournoi de saison organisé par la NBA, le In-Season Tournament. 3 groupes de 5 équipes dans chaque conférence. Elles vont s'affronter toutes une fois. Donc, il y aura 4 matchs au total joués par chaque équipe pendant la phase de poule, la phase de groupe. 2 rencontres à la maison, 2 rencontres à l'extérieur, avec des terrains et des maillots spécialement créés pour l'occasion, que je déteste absolument. J'ai trouvé ça absolument horrible. On verra concrètement ce que ça donnera quand les matchs seront joués. Donc ça débute cette nuit là. Voilà, les matchs de ce tournoi de saison seront joués les mardis et les vendredis en novembre. Les 3 équipes en tête de leur groupe passent au stade suivant. Il y aura 2 équipes wildcard. Donc c'est celles qui ont terminé deuxième de leur groupe. Voilà, c'est des deuxièmes de leur groupe qui seront sélectionnés en fonction de leur record dans chaque conférence. Je ne sais pas si vous arrivez à bien comprendre, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc grosso modo, c'est celles qui tiennent le meilleur bilan dans la conférence Ouest et Est, qui vont parmi les deuxièmes de phase de poule. Bref, voilà.
Après, t'as tout un truc en cas de tiebreaker, d'égalité, tout ça. Enfin bref, Oui, je vais ils pas font des rentrer dans. shifumi pour se Voilà, départager. on va pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est extrêmement long. J'ai copié-collé les conditions, c'est extrêmement drôle. Voilà. Ensuite, on est dans Tu les sais, je suis tours. pas sûr que les gens qui aient fait le règlement l'aient compris eux-mêmes. Hein. Je sais pas, ouais. On est dans des tours à élimination directe avec 8 équipes en lice, soit les quarts de finale de la compétition qui seront joués les 4 et 5 décembre. L'équipe avec le meilleur record jouant à domicile. Les 4 dernières équipes qualifiées se retrouveront ensuite à Las Vegas à partir du 7 décembre, avec une finale qui sera jouée 2 jours plus tard, le 9 décembre, et pour finir, la remise de la première coupe NBA de l'histoire. Je tiens à signaler que tous les matchs comptent pour la saison régulière, sauf la finale, donc qui poussera 2 équipes exceptionnellement cette saison à jouer un total de 83 matchs. Pour les récompenses, chaque joueur de l'équipe qui vont remporter cette coupe NBA obtiendront 500 000 $ chacun. L'équipe finaliste, ils obtiendront 200 000 $ chacun. Je crois que c'est ça. Et après, tu as d'autres. Ça va jusqu'au quart de finaliste. Tu peux gagner 100 000 ou 50 000 $ par joueur. Bref, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi, Florent? Pour comprendre ce tournoi, faut regarder le contexte en fait. On sait très bien qu'il va y avoir dans pas très longtemps des négociations, des renégociations importantes sur alors ce que beaucoup appellent des droits TV, mais en fait, il faut appeler ça des droits de diffusion, pour être plus exact, notamment parce qu'il n'y aura pas que la télé. Et voilà, et donc il faut absolument donner de la valeur le plus possible à ce championnat, à cette ligue, pour que les prix soient les plus élevés possibles. Je suis persuadé que c'est pour ça qu'on est revenu qu'on va revenir cette saison au All-Star Game à l'ancien système Est-Ouest. Et je suis persuadé que le tournoi fait partie des mesures pour redynamiser la ligue, redynamiser les audiences surtout, pour permettre de vendre le plus cher possible le système. Le play-in était déjà la première étape. Là, il te rajoute un tournoi pour permettre à ce que les matchs du mois de novembre, on va pas se mentir, les matchs du mois de novembre n'étaient pas les plus passionnants, les plus intéressants, et sûrement pas les plus élevés en termes d'audience. Là, on va te créer des matchs de championnat, mais qui ont une allure de match de coupe, etc. Le tout est de booster un petit peu les audiences, l'engouement pour la ligue, pour la vendre encore plus cher. Je pense que le contexte est là. Donc on a inventé un truc. Moi, je suis content d'une chose, au moins, on n'a pas rajouté des matchs supplémentaires. Tout à fait. Ce qui pour moi reste l'un des arguments à l'encontre du play-in. Au passage, on n'est plus très nombreux, mais moi je suis toujours pas très favorable à ce truc-là, mais ça c'est une parenthèse. Mais sur ce tournoi-là, moi le truc qui me perturbe un peu plus, c'est cette histoire en effet qu'il y a 2 équipes à 83 matchs. Bon, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu... Voilà, c'est... pour les stats officielles, pour les stats officielles, c'est tout bête, mais ça change un peu les trucs. Ouais. C'est qu'un match, tu me diras, mais je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on ait des joueurs à 83 matchs, enfin des équipes même, parce que des joueurs, il y en a déjà eu parfois avec les trades, ils peuvent en faire plus. Mais là, c'est un peu surprenant. Après, la NBA, on sait, a une capacité exceptionnelle à créer un événement sur quelque chose de totalement artificiel ou sur du vide. C'est le cas du play-in notamment, mais ils le font extrêmement bien. Là, pour ce fameux tournoi, ils ont fait une magnifique bande-annonce avec un ancien acteur de la série Les Sopranos. C'est à Las Vegas. Je sais pas si tu l'as vu. Bon, moi je l'ai vu. Bah oui, je me suis fait laisser avoir parce qu'ils font ça extrêmement bien. Ils font toujours des clips, voilà, qui sont géniaux. Il y a un petit côté. Alors c'était un petit côté dans un casino, pardon, un petit peu Ocean Eleven. Bah, ça marche parce que tu peux dire ce que tu veux. La NBA, ils savent parfaitement ça. Ils savent t'habiller, te mettre un petit papier doré sur le truc. Donc ils sauront nous vendre le truc. On se fera avoir, c'est sûr. Et au final, ce sera sans doute un peu mieux pour les audiences et ça permettra de vendre la ligue un peu plus cher. Mais après, est-ce que ça change la face du monde? Non, bon, ça fait des parquets rigolos, pourquoi pas. Ça fait des maillots. Enfin non, c'est les maillots, c'est les classiques, mais voilà, c'est un gadget, faut pas le prendre plus que ça. C'est un gadget avec une dimension marketing derrière. Voilà, sportivement, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Ça fait un peu d'argent de poche pour les joueurs, tant mieux pour eux. Après, je vais être franc, c'est pas le truc. Enfin, je m'en passionne pas énormément de ce tournoi. Enfin, honnêtement, je ne trouve pas d'engouement dans ce truc-là. Le règlement, tu l'as dit, je l'ai déjà lu 10 fois, j'ai déjà lu 40 explications.
Je l'ai jamais vraiment compris. Je vais pas cacher que j'ai peut-être un peu mauvaise foi aussi. Mais voilà, c'est un gadget, faut le prendre tel quel, hein, c'est tout. Oui, personnellement, je pense que sportivement, si ça peut changer quelque chose, justement, à savoir que ça peut motiver certaines équipes et que ça peut donner un petit peu de piment par pur esprit de compétition dans ce, dans ce lancement de saison, parce on est complètement dans le lancement de la saison. Enfin, pour moi, c'est une période qui est tout à fait enthousiaste, puisque la NBA m'a manqué pendant tellement longtemps que je suis, comment dire, hyper vorace, tu vois. Là, je consomme de la NBA à tout va. Pour moi, le ventre mou, c'est plus quand on commence à approcher du All-Star Game et que tu attends les playoffs avec impatience, en fait. Quand tu sors de ce All-Star Weekend et que tu as ces derniers matchs où tu te dis, bon, vivement qu'on arrive au match à enjeu, quoi. Si ça peut mettre un peu d'enjeu, justement, dans les matchs de ce début de saison, qu'il peut y avoir quelques matchs à haute, comment dirais-je, euh, d'haute intensité, à haute intensité, ça me plaît, moi, personnellement. Toi, si les demi-finales et la finale, par exemple, ça nous offre des vraies belles rencontres entre les équipes qui sont là, moi, je suis tout à fait partant. Ça m'intéresse vraiment. Pour ce qui est des prix, alors oui, pour une certaine partie des joueurs, ça représente rien, mais si tu prends le joueur lambda qui est sur un Oui. two-way contract, bah, le mec, s'il gagne 500 000 $ sur ce tournoi, ça va lui changer la vie parce que ça double quasiment la mise de son contrat, quoi. Ah oui, il faut jamais oublier qu'il n'y a pas que des stars à 20 Bah, il y a millions même l'année, beaucoup hein. plus de joueurs qui sont Tout à en fait. galère que de joueurs qui gagnent 30 Ah, millions ça, t'as la saison, parfaitement quoi. raison de le souligner. On l'oublie trop souvent, mais tous ne sont pas des stars avec Voilà. des grosses stars. Pour l'engouement, enfin pour la rivalité, la compétitivité, oui, je pense qu'en demi, en finale, il y aura forcément, surtout en finale, il y aura forcément. Après, les matchs de poule, je pense que les équipes vont pas forcément À trop se voir. focaliser sur. Ouais. Ouais, je sais pas, on verra, on À verra. voir, à Mais voir. En fait, c'est ça que je trouve. En fait, ce truc-là, pour moi, va être un succès que si l'esprit de compétition. Alors, je dis pas qu'il sera total parce que les joueurs sont pas bêtes non plus. Notamment les équipes qui sont parmi les contenders, ils sont pas là en train de se dire on va être pied au plancher pour aller remporter la NBA Cup, tu vois. Clairement pas. Faut pas croire ça une seconde. Maintenant, il n'y a pas que les contenders dans la vie, il n'y a pas que le titre NBA dans la vie. En tant que fan NBA, moi en tout cas, c'est ce que je pense. Je l'ai toujours dit dans ce podcast. Il n'y a pas que ça qui m'intéresse in fine dans une saison NBA. Et si il peut y avoir des duels qui sont vraiment marrants à suivre pendant ce tournoi et que ça peut nous filer 6, 10, 15 matchs qui sont vraiment fun à regarder, moi je dis carrément, je suis preneur, oui, puis tout je te simplement. dis, la NBA saura de toute façon nous vendre le truc, donc j'ai pas de doute là-dessus. Ouais, carrément. Avant d'accueillir Winston des chroniques de Motor City pour parler de Détroit, je voulais juste faire un petit clin d'œil en parlant des Cleveland Cavaliers qui jouent sans Jarrett Allen qui est blessé à la cheville pour débuter la saison. Darius Garland a manqué les derniers matchs à cause d'une blessure au tendon à la cuisse. Donovan Mitchell a également manqué une rencontre. Cleveland, ils sont à 2 victoires, 3 défaites, je crois. J'adore l'addition de Max Strus qui ajoute du spacing, ce spacing qui faisait cruellement défaut à l'équipe la saison passée, surtout en playoff. Mais cependant, Florent, je voulais te faire part de mes quelques doutes. Quand je regarde Cleveland jouer, il y a deux choses, enfin, il y a deux, trois trucs qui me sautent aux yeux. Première chose, c'est la qualité du coaching. J'ai rien contre JB Bickerstaff, mais je suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation à Cleveland sur le plus ou moins long terme, là, tout de suite. Là. Une fois que cette équipe a des ambitions, je me demande si c'est l'homme de la situation, clairement. Je trouve que c'est. Je sais pas s'il a. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y il y a des manques dans la conduite stratégique de cette équipe sur le terrain, souvent. Voilà. Mitchell, un talent exceptionnel. Il fait partie des meilleurs scores dans ce début de saison. Tout ça, il est vraiment époustouflant sur un terrain. Mais j'avais déjà eu ces sentiments-là à Utah, ces sentiments des fois où j'ai l'impression qu'il monopolise beaucoup le ballon sans réussir à faire trop impliquer, sans réussir à trop impliquer ses coéquipiers. Et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me dérange là-dedans. Et dernière chose, Evan Mobley, où pour toutes ses prouesses défensives,
Je trouve que de l'autre côté du terrain, offensivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et je me pose beaucoup de questions sur la construction de cette équipe, en fait. Et je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Sur les doutes sur les compétences de Biggerstaff, t'es pas le seul, hein, rassure-toi. Je pense qu'il y a tout un train rempli de personnes. Je suis pas sûr non plus que ce soit l'homme de la situation. Je serais pas étonné. Alors là, les mauvais débuts entre guillemets, le bilan est loin d'être mauvais aussi. C'est vrai, comme tu l'as tout de suite dit, ils ont eu beaucoup d'absents. Donc c'est pour ça que je suis pas plus inquiet que ça. Mais si l'équipe ne décolle pas trop, je serais pas étonné éventuellement que Biggerstaff se retrouve malheureusement licencié. J'ai pas non plus une grande confiance en lui et en ses systèmes ou en ses absences de système pour permettre à cette équipe de développer. Équipe qui quand même offensivement a un jeu, je trouve, assez limité. On est d'accord. Après, bon, sans Jarrett Allen, je trouve quand même que c'est une pièce importante. Notamment par ses écrans, par son spacing vertical, il apporte beaucoup de choses. Et là, comme il est pas là, il manque un rouage quand même. Il fait beaucoup de sale boulot, entre guillemets, du boulot qui se voit pas forcément statistiquement, mais il fait beaucoup de choses pour son équipe. Et ils ont besoin de lui, ils ont besoin qu'il revienne rapidement. J'espère que le staff médical fera du bon boulot parce qu'en ce moment ils en ont. Mais oui, j'ai à peu près les mêmes incertitudes que toi ou les mêmes inquiétudes que toi sur Cleveland qui je pense n'a pas besoin de grand chose pour passer un petit cap, mais j'ai pas l'impression qu'avec ce qu'ils sont actuellement, avec le front office actuel, ils vont pouvoir Ouais. faire cette petite marche. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'ils sortent d'une élimination en playoff assez calamiteuse. C'était une immense déception pour moi. Ils ont Tu peux raté pas leur savoir playoff. à quel point j'ai été déçu par Cleveland. Parce qu'il y a des façons de perdre. Il n'y a pas de problème de perdre une série quand tu tombes face à plus fort que toi. Et New York était Il y a la clairement manière. plus fort. Mais dans la manière dont ils ont perdu cette série, ça me... Ça ne me... Je sais pas. Et je sais pas pourquoi, je m'attendais à un début de saison un peu plus... je sais pas, avec plus d'impulsion, plus d'envie, plus de et non, j'ai l'impression qu'il y a encore pas un malaise, mais il y a un truc qui pour moi ne se dégage pas. Alors, comme je viens de le dire en intro, c'est très compliqué de la juger cette équipe puisqu'elle est clairement pas au complet. On peut pas juger une équipe qui a joué 5 matchs avec des joueurs majeurs qui manquent la moitié des rencontres, voire la totalité. Mais je sais pas. Pour l'instant, voilà. À part Max Strus, je te dis, qui est vraiment le joueur dont ils avaient besoin. Et le mec, c'est un boulet de canon pour commencer la saison. Mais ouais, je sais pas. C'est voilà. Evan Mobley, c'est pareil. Tu vois, on en a dit tellement de bien et à juste titre. Mais offensivement, il y a énormément de boulot, quoi. Ouais. Alors, il y a un type, je sais pas si c'est la solution, mais pourquoi pas. Il y a un type qui vient de se faire virer, c'est Terry Stotts. Il a toujours su mettre en place des bonnes attaques, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, ouais. J'ai Au vu moins, un article. J'ai vu. pas en coach, mais au moins Ouais. en assistant, pourquoi pas, hein. Ça peut être une solution, hein. J'ai vu un article qui présentait l'évolution de Mobley. Enfin, un des bons scénarios dans l'évolution de Mobley, c'était qu'il devienne un profil à la Bam Adebayo. Alors, physiquement, c'est très différent, mais dans l'impact défensif, il peut y avoir des similitudes qu'on peut trouver. Et j'ai trouvé ça assez intéressant dans sa façon dans cette comparaison. J'ai trouvé qu'il y avait une idée quelque part qui était assez captivante. Ouais, ouais. Après, bon, ils ont pas eu de bol, ils ont fait un début de saison avec plein de blessures. Donc, souhaitons-leur peut-être que le petit peps qu'on a envie de voir, peut-être qu'il va arriver avec l'arrivée Ouais, enfin, le retour de Jarrett Allen, etc. Ce qui leur manque aussi, peut-être, c'est un peu de spacing, notamment pour faire de la place à Donovan Mitchell qui en a besoin, qui en ouais, a besoin tout complètement. Ouais. simplement, et il y en a pas tant que ça. Et c'est vrai que dès qu'il y a un peu plus d'espace, il se lâche un peu plus. Mais Mais ça peut venir s'il y a un coach qui permet. Alors, il y a les joueurs, puis aussi il y a les systèmes qui permettent de le créer. Et ça, je sais pas si Biggerstaff se rend bien compte
de ce problème, ou s'il n'arrive pas à le corriger, ce qui peut être la même chose. Mais voilà, il manque un truc à cette équipe. Mais il y a quelque chose. Après, ils ont de la chance de pas avoir tant que ça de concurrence d'une certaine manière. Puisqu'il y a Ouais. il y a les deux monstres à l'est, pardon. Et ensuite, il y a eux et les Sixers. Et puis ensuite, il y a un autre groupe après. Eux, ils sont dans le deuxième groupe, le groupe du milieu. Voilà. Mais pas non plus qu'ils stagnent, entre guillemets, à la 4e place ou 5e place. Parce que ils peuvent tutoyer un peu plus. On verra ça, puis on verra avec Jarrett Allen, effectivement, parce que tu parles de spacing. Jarrett Allen, il a tendance à un peu cochonner le spacing de Cleveland. Justement, on verra comment la saison se déroule et s'il y a des décisions qui sont prises en termes d'effectifs. On verra ça. On va accueillir dans quelques secondes Winston des Chroniques de Motor City pour parler de Détroit. À tout de suite. Nous sommes rejoints par Winston du podcast des Chroniques de Motor City. Bonjour Winston, merci de nous rejoindre. Salut Josh, merci de l'invitation. Yes, je t'ai invité parce que je voulais absolument parler des Pistons de Détroit et surtout de mon petit chouchou dans cette équipe, Jalen Duren, qui aura 20 ans le 18 novembre prochain. Impossible de suivre cette reprise de la saison en NBA sans remarquer Jalen Duren, le jeune pivot des Pistons titularisé par Monty Williams. Quelle décision merveilleuse cela a été pour les fans des Pistons. Il dunk sur la tête de tout le monde. C'est une menace défensive dans la raquette. Il domine au rebond. Il s'est calmé depuis 2-3 matchs après ce départ façon Godzilla avec une efficacité proche d'Embiid et de Jokic parmi les pivots. Mieux encore, Jalen Duren n'est qu'une des nombreuses raisons de se réjouir à Détroit. Kate Cunningham a repris sa place de chef d'orchestre sur le terrain et nous sert un récital offensif à chaque match quasiment. Le rookie Ozar Thompson est un phénomène athlétique qui démontre des qualités défensives dans la compréhension, dans le placement et pas seulement dans les actions spectaculaires qui font l'highlights. Très en avance pour son âge et son expérience. Winston, es-tu un fan comblé pour le moment ? Écoute, ça va être assez surprenant, mais oui, on n'a pas l'habitude en tant que fan des Pistons. Je t'avoue que... Ah bah tu m'étonnes, l'année dernière c'était la purge. Hein. La saison dernière était très très compliquée, les saisons d'avant également. Et cette année, je faisais partie, il faut le dire, des pessimistes. Je me disais que la saison allait être encore très longue et très dure. Et je t'avoue que en à peine 6 matchs, j'ai déjà trouvé presque plus de raisons de me réjouir que l'année dernière, en fait, tout simplement. Et notamment, tu l'as dit, avec notre axe Cade et Jalen Duren qui nous fait bien plaisir. Alors justement, je vais en venir tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Ce trio que je viens de citer, là, Jalen Duren, Kate Cunningham et Ozar Thompson, je pense que c'est l'objectif de n'importe quelle équipe NBA qui souhaite se construire et avec l'objectif de se dire un jour peut-être on ira chercher un titre. Et Détroit, je pense qu'on est reparti pour une saison compliquée. Vous n'allez pas gagner beaucoup de matchs, je pense pas. Mais tout à coup, j'ai l'impression qu'avec ces 3 joueurs-là, et tu vas me dire si je me trompe totalement ou pas, mais j'ai l'impression que vous venez de tirer le gros lot, en fait. Vous avez 3 gars sur lesquels vous allez pouvoir bâtir l'intégralité des 10 années à venir, quoi. Le chemin est encore long, très très long, et tu l'as dit, on va encore vivre une saison sûrement très compliquée avec beaucoup de défaites. Les 2 derniers matchs nous l'ont prouvé. Pour ceux qui s'emballaient déjà sur les Pistons en potentiel play-in ou pas, il faut pas rêver. Non. Mais tu as raison, on a un axe de joueurs sur qui on va pouvoir bâtir et sur qui le coach Monty Williams qui vient de débarquer va pouvoir bâtir. Kate Cunningham, quand il était drafté en 2021, était projeté comme ce type-là de joueur, ce type de joueur qui pourrait mener à un potentiel titre dans les années à venir. Et bon, malheureusement, il a été freiné par les blessures. Complètement. Ces 2 premières saisons ont été très très compliquées. La pauvreté de l'effectif autour de lui, les rares moments où il était là, n'ont pas aidé à montrer ses qualités. Et là, tout d'un coup, il revient en forme. Il revient entouré de joueurs qui pourraient
être intéressant avec lui et encore, c'est pas le maximum. Hein. Il est quand même parfois entouré de non-shooters, ce qui pourrait être un problème à court terme. Par contre, il a confirmé là sur ces 6 matchs que oui, il peut, s'il continue comme ça sur sa lancée, il peut être un joueur qui compte et la base de la reconstruction de Détroit. Et du coup, la NBA étant souvent construite sur ce fameux axe 1-5, il a trouvé avec Jalen Duren le complément parfait, au moins pour ses premières années. On a vraiment un binôme qui fonctionne du tonnerre. On avait vu déjà il y a 1 an et demi, quand Marvin Bagley est arrivé, qu'il avait fait beaucoup de bien à Cade. Il lui avait offert des solutions offensives, un partenaire de lob, une menace pour que son jeu de passe et son jeu offensif puissent se développer. Mais là, avec Jalen Duren, je pense qu'on est passé dans une dimension vraiment supérieure. Et Ausar Thompson, pour finir avec lui, tu l'as dit. Moi, je le connaissais très peu, je l'avais pas beaucoup vu jouer. La ligue dans laquelle il avait joué, on me l'avait décrit un peu comme étant un peu du tout et n'importe quoi. Donc, je m'étais assez méfié de ce joueur. Et en fait, défensivement, c'est incroyable. Alors, il y a encore beaucoup de travail offensif, mais défensivement, on dirait qu'il est dans la ligue depuis déjà quelques saisons. En fait, on dirait pas que c'est un rookie. Complètement, c'est incroyable. Flo, quel est ton sentiment personnel, toi, sur ce lancement de saison de Détroit, et est-ce que tu peux pas me dire que tu as manqué de Jalen Duren, quoi. le rouleau compresseur de Jalen Duren dans ce début de saison? Quand il est sur le parquet, oui, il prend de la place et surtout, il fait du bon boulot. Ouais, non, c'est un début de saison plutôt enthousiasmant. Alors, bien sûr, en toute proportion gardée, hein, on le sait tous et on l'a tous dit, ça ne joue pas le play-off ni le titre, bien entendu. Mais il y a des bonnes choses. Ouais, moi je trouve que ce qui manque à cette équipe globalement, ou en tout cas, je pense que c'est un peu le socle pour qu'elle se relance, c'est qu'elle acquiert une défense. Parce que c'est une équipe qui perd énormément de ballons. C'est une équipe qui, offensivement, est un peu brouillonne et n'a pas non plus une tonne de scoreurs et de joueurs très adroits. Donc, il faut bien trouver quelque chose. Et le but du jeu, dans ces cas-là, c'est de défendre. Parce que tu sais que les ballons que tu perds se transforment toujours en points faciles pour l'adversaire. Et si tu défends bien, en plus, toi, tu peux jouer en transition et finalement marquer des points un peu plus facilement. Donc, bien défendre, parfois, ça t'aide aussi en attaque. Donc, je pense que c'est un peu là-dessus que Monty Williams doit essayer de baser le futur de l'équipe. Alors, il y a Jalen Durant, il y a Thompson. Moi, j'aime beaucoup Isaiah Stewart, qui aussi, je trouve, fait un super boulot défensif. Bon, d'abord, c'est un beau bébé quand même, hein, le gaillard. Moi, je trouve que voilà, avec ces 3 joueurs-là, tu peux avoir en effet une petite assise défensive hyper intéressante, avec Cunningham qui, pour l'instant, la santé va, et tant mieux pour lui. Donc ouais, il y a des belles choses. Moi, j'aime bien aussi Marcus Sasser, qui, je trouve, fait de plus en plus de bonnes minutes. Alors, peut-être au détriment de Killian Hayes, mais voilà, mais je trouve que c'est un bon début de saison. Ouais, il y a des choses intéressantes. Jaden Ivey montre aussi des choses correctes. Non, on est surpris, agréablement surpris. Il y a des bonnes choses. C'est un bijou qu'il faut vraiment tailler encore énormément, mais c'est normal. C'est une équipe très jeune, mais Monty Williams, voilà, peut peut-être essayer via la défense de faire monter un petit peu le niveau de cette équipe, mais voilà. Et puis ouais, Jalen Duren, c'est sûr qu'en ce moment c'est un aspirateur à ballon, quoi. Sous le cercle, hop, dès que ça passe, il ramasse. Effectivement, et il y a un autre joueur, enfin l'autre joueur dont on parle, Cade Cunningham. J'en ai parlé avec Charlie l'autre fois dans le podcast, en parlant des joueurs de 3e année. Souvent, la 3e année, c'est une année déterminante dans la carrière d'un joueur, parce qu'elle nous informe beaucoup sur ce qu'il va devenir en NBA et à l'avenir, dans la suite de sa carrière. Cade Cunningham, c'est un peu compliqué parce que l'an dernier, il a été énormément blessé. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre dans ce début de saison. On a entendu parler de son été avec le Team USA, où il était là pour participer aux entraînements et ainsi de suite, où il a apparemment été vraiment impressionnant sur le terrain. Et quand on voit ce début de saison, c'est dur de pas s'enthousiasmer. Maintenant, et surtout, moi, ce qui me plaît beaucoup chez ces joueurs-là, et je pense que c'est des profils de joueurs que j'aime beaucoup, c'est que quand on voit Cade Cunningham, sa vision du jeu, son sens de la distribution du ballon, je trouve que tout ça influe une espèce d'énergie collective aux autres, à ses coéquipiers. Et on voit bien, tu parlais d'Isaiah Stewart, c'est des mecs, tous ces joueurs-là, tu sais qu'ils vont aller faire des cuts,
qui vont essayer de se démarquer parce qu'ils savent que s'ils se démarquent, que s'ils créent un minimum d'espace, Cade Cunningham va les trouver. Et avoir un joueur comme de cette trempe-là, de cette classe-là, pour moi, c'est hyper important. Et c'est ce qui démarque, on va dire, une star d'un franchise player. Et Winston, et Flo, tu répondras après à cette question. Est-ce que Cade Cunningham, est-ce que tu as bon espoir que ce soit un réel franchise player pour cette équipe de Détroit? J'ai très bon espoir qu'il soit un vrai franchise player à Détroit, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, il a à peine, donc il revient, comme tu l'as dit, d'une très longue blessure. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Et il a encore à peine quelques joueurs qui peuvent être intéressants avec lui. Jalen Duren, oui. Mais si tu regardes en fait le reste du 5 des Pistons, tu as Killian Hayes à côté de lui, qui est malheureusement pour nous le pire shooter à son poste, mais littéralement, je veux dire, c'est les chiffres, donc c'est que 6 matchs, mais à son poste, c'est le pire, le shooter le moins efficace. Tu as Ozar Thompson qui est totalement un non-shooter aujourd'hui. C'est vrai. Tu as Isaiah Stewart qui est intéressant, mais qui est à peine au niveau de la moyenne, et donc tu as Jalen Duren. Et maintenant, imagine avec un shooter à côté de lui plus efficace, avec le retour de Bogdanovic. Avec Ozar Thompson qui développe un jeu offensif, et là tout d'un coup on se dit que le travail de Cade Cunningham va être beaucoup plus simple. Il est déjà beaucoup plus efficace que l'année dernière, le peu de matchs qu'il a joué et l'année d'avant, donc il y a beaucoup de signes qui sont très positifs. Il porte énormément la balle parce qu'il a encore un manque de talent assez conséquent autour de lui. Moi, j'ai envie de revoir Jalen Ivey. C'est un peu dommage que sa défense peine à convaincre. Enfin, sa non-défense empêche Monty Williams de le faire jouer plus que ça. Mais j'ai envie de le revoir avec Cade. J'ai envie de revoir Marcus Sasser aussi, malheureusement, en dépit de Killian Hayes. Et puis, j'attends le retour de Bogdanovic pour ouvrir les espaces. Une raquette ouverte pour Cade Cunningham, ça va être un régal. Oui, tu viens de mettre le doigt, effectivement, je pense, sur la plus grosse mission du front office aujourd'hui, c'est de mettre du spacing sur le terrain pour aider Cunningham et Duren. Je pense que c'est l'axe majeur du Duren-Cunningham, comme tu l'as dit, l'association 1-5, pivot meneur, elle est capitale en NBA, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Flo, ton opinion sur tout ça? Si tu veux une petite hot take, elle est gratuite, elle est offerte par la maison. Je suis pas sûr qu'Killian Hayes finisse dans le 5 majeur à la fin de la saison. Moi, je suis pas sûr qu'il soit dans l'équipe à la fin de la saison. C'est ça. Alors, ça peut être le plan B aussi. Je ne te cache pas que c'est une façon de dire soit qu'il y est plus parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le remplace, soit il y est plus parce que malheureusement, il aura le droit à un billet d'avion aller sans retour. Mais parce que c'est comme tu l'as dit, Winston, c'est très inquiétant le non-shoot qu'il a depuis le début de la saison. Alors bien sûr, ça fait que 5-6 matchs. Depuis le début de sa carrière, je veux dire. Je voulais pas l'assassiner aussi loin, mais oui. Dans 10 matchs, je pense que Marcus Sasser est titulaire. Je pense que ça se construit déjà un petit peu. Je trouve que son temps de jeu est de plus en plus significatif. À mon avis, oui, je pense que c'est clair. C'est pour ça que j'ai un peu cité Sasser tout à l'heure. Je pense qu'il va intégrer le 5 à la place de Killian parce que tu peux pas avoir un joueur aussi faible en attaque. Ils attaquent à 4. Enfin, attaque à 4. Sachant que, comme vous l'avez dit, les autres joueurs sont pas non plus forcément des scoreurs nés, des shooters nés. Et puis le problème, c'est que Killian est censé apporter un peu de shooting et là, il apporte surtout de la maladresse. Donc c'est le principal problème autour de joueurs et globalement autour de cette équipe, qui a besoin d'avoir des scoreurs. Et tu peux pas te permettre d'avoir Killian Hayes en shooter mais maladroit. Et un shooter maladroit, il y a rien de pire. Hein. Oui, surtout que ça date pas d'hier et que, comme dit Winston, le spacing va devenir absolument primordial pour débloquer le potentiel de cette équipe et débloquer le potentiel de l'association Cunningham-Duren. Tu peux pas laisser un mec qui shoot... Juste pour ajouter, parce que c'est ça que je voulais dire, mais j'avais eu un trou de mémoire quand j'ai commencé. Justement, pour rebondir tout de suite sur le lien Duren-Cunningham, Winston, je pense que tu me confirmeras, parce que tu le sais sans doute mieux que moi, il me semble qu'ils ont passé une partie de l'été ensemble. Ouais, tout à fait. Ils ont beaucoup... Justement, pour créer un lien... Cade a invité Duren, il voulait absolument développer des automatismes avec lui, comprendre comment il jouait, essayer de se trouver un peu les yeux fermés. Cade avait expliqué qu'avec Bagley, ça s'était
passer très naturellement, et qu'avec Duren, comme ils sont tous les deux plus jeunes, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Je crois que l'année dernière, ils ont joué 8 matchs, un truc comme ça ensemble. Voilà. Et du coup, cet été, ils ont beaucoup bossé ensemble. Ils ont surtout beaucoup discuté aussi, beaucoup échangé sur ce qu'ils aimaient dans le jeu, etc. Et pour se trouver plus facilement cette année. Et effectivement, on le voit, c'est très naturel. Et ça, c'est une preuve un peu de mentalité de leader aussi, et ils en ont besoin. C'est aussi une équipe qui a besoin d'un leader sur le terrain et même dans les vestiaires, et c'est une très bonne initiative de sa part. Ça prouve en tout cas qu'il a de l'ambition au sein des Pistons, et ça, c'est très positif. Oui, complètement. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout dans cette équipe, surtout dans les profils que sont Duren et Thompson, vous allez peut-être me trouver con de dire ça, mais c'est retrouver cette défense dure sur l'homme qui pour moi définit un peu l'histoire des Pistons, tu vois, les Bad Boys bien évidemment. Mais je trouve que ça a toujours été l'identité de cette équipe. Où si tu remontes à Ben Wallace, t'es pas obligé de partir dans les années 80. Tu peux citer les Pistons de Ben Wallace, Hamilton, Billups et ainsi de suite, quoi. Et je trouve que ces 3 joueurs-là, il y a vraiment un potentiel de dingue, en fait. En fait, les bonnes équipes des Pistons ont toujours ressemblé, alors ça peut être un cliché, mais ont toujours ressemblé à ce qu'on pourrait s'imaginer de la ville de Détroit. Et tu as raison, sans remonter aux Bad Boys, voire même à l'équipe de Ben Wallace. Tu regardes les deux seules, malheureusement, campagnes sur les 10 dernières années des Pistons. C'est en 2016 et en 2019. En 2016, c'est avec Reggie Jackson, avec Marcus Morris, avec KCP, etc., des joueurs défensifs, un peu besogneux, etc. Et en 2019, c'est avec Blake Griffin, qui n'était plus la superstar de Los Angeles, mais un joueur collectif, shooter, etc. C'est des équipes un peu dures au mal. Vous vous rappelez j'imagine, de Blake Griffin qui se blesse juste avant la série de playoffs contre les Bucks et qui revient avec toute une jambe plus ou moins presque plâtrée. Et il a la standing ovation de la Little Caesars Arena, la seule fois où la salle a un peu buzzé d'ailleurs. Mais voilà, parce que les gens de Détroit, cliché ou pas, se sont retrouvés plus ou moins dans cette équipe. Et je pense que les bonnes équipes de Détroit doivent ressembler un minimum à ça. Et là, effectivement, avec Cade, avec Jalen Duren, avec Ozar Thompson, on est dans ces joueurs-là. Avec Isaiah Stewart, on l'aime ou on l'aime pas. J'ai moi-même pas mal de réserves sur ce joueur, mais c'est quand même un dur au mal, c'est un besogneux, donc c'est des choses qui à Détroit ont forcément un bel écho. Même avec Alec Burks, par exemple, voilà, ce genre de joueur, ça parle dans la Motor City. Stewart, il est pas très adroit, mais comme tu dis, il y va, quoi. Il se pose pas trop de questions. Il a 43% à 3 points cette saison. On est sur 6 matchs, bien sûr, mais voilà, c'est assez affolant. Et contrairement à Killian Hayes, qui lui dépasse même pas les 30, alors que sa sœur, dont vous soupçonnez le remplacement dans le 5 de Killian Hayes, lui, il est c'est affolant, il doit être à quelque chose comme 56%, il en prend 3 par match, c'est affolant. Alors oui, c'est ça, il est pratiquement sur le même volume que Killian Hayes, quoi. C'est un micro-échantillon, hein. Je pense pas que Cade restera à 42% ou que Isaiah Stewart restera à 43%. D'ailleurs, je crois que Détroit, grâce à eux, avec tous les non-shooters dont on a parlé, sont quand même 6 ou 7e à 3 points, à l'efficacité à 3 points dans la ligue. Je pense pas que ça restera comme ça, mais pour l'instant, ça aide à gagner quelques matchs. Sa sœur, c'est le scoreur le plus efficace de l'effectif aujourd'hui. Donc, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Winston. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Josh, et de reparler avec Flo. Yes, merci. Et Flo, merci d'être venu aussi. Merci de l'invitation. De rien, et ça me fait bizarre, j'aurais envie de continuer encore pendant un petit moment, tu vois. Avec plaisir. Ouais, on fera ça une prochaine fois. Et puis Winston, la prochaine fois qu'il y a une explosion comme ça de Détroit, je te réinvite, on en reparle. Écoute, dans 3 mois, Détroit est toujours dans le top 10 de la conférence Est, et puis on fait tout un podcast sur les Pistons. Exactement, je suis carrément d'accord avec ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci, Josh. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Ciao, bye bye.